Salut les gros bidous, bienvenue dans cette vidéo qui est consacrée au solstice d'hiver et qui est d'un genre un peu particulier parce qu'on va se concentrer en particulier sur le folklore, les coutumes liées au solstice, mes expériences qui sont peut-être pas trop dans la coutume ou dans les traditions. Je vais vous raconter des histoires et mon histoire. Et puis, avec tous ces fils, je vais essayer de tisser quelque chose et peut-être que ça vous donnera envie de prendre un fil et de faire quelque chose qui va aussi s'ajouter à cette tapisserie. Ça va parler de solstice, mais pas que. Ça va parler du territoire, de mon territoire, de la région où je suis, de comment je me positionne aussi par rapport à cette région, là où je vis, là où je m'enracine. Ça va aussi parler de certains thèmes qui sont propres à cette saison du solstice d'hiver dans certaines traditions. Par exemple, les ancêtres, le feu, le foyer, le soleil, évidemment l'obscurité, dans beaucoup de sens, l'obscurité parce que les jours sont plus courts, la durée du jour est la plus courte maintenant et va commencer seulement à rallonger, mais aussi l'obscurité dans le sens l'appel de la terre, de la matière, dans le sens aussi d'explorer les profondeurs, les siennes, mais aussi les profondeurs de l'invisible. Il y a quelque chose qui m'a inspiré cette vidéo et en même temps je suis partie dans quelque chose d'assez différent avec ce que j'ai envie de contribuer ici, mais je mentionne quand même, c'est une vidéo de Emily's Tarot and Witchcraft, ou Emily's Witchcraft and Tarot je pense, où elle proposait quelque chose qui s'appelait Three Spirits of Yuletide, donc 3 esprits de la période de Yule ou du solstice d'hiver. Et l'idée était plutôt de prendre esprit au sens très très large. Elle l'explique dans sa vidéo, je vous invite à aller voir et peut-être que je passerai aux définitions à d'autres moments dans ma vidéo. Je pense qu'en tout cas ici, je vais plutôt prendre l'esprit comme le genius loci, donc l'esprit du lieu, l'esprit du territoire, les esprits du lieu et ses différentes manifestations. Et parfois, c'est difficile de savoir si ce génie, c'est un esprit, une déité, quelque chose entre les deux. Il y a aussi beaucoup de travail autour des ancêtres. Et Sawin veut venir intervenir. Ça, c'est la familière du foyer. Oui, on parlera aussi de l'esprit du foyer, je pense, oui. T'as raison. Tu fais bien de venir nous le rappeler. Et aussi que t'aimes les bougies, parce que tu sais pas que c'est dangereux le feu. Et bref, après cette interruption, je dois dire que Emily déjà pensait à faire passé, présent, futur, ce qui est un moment très intéressant, hein, en ce moment, la nouvelle année, le moment où les jours rallongent, de penser aussi, se penser à la croisée des temps, des temporalités, et faire ainsi le bilan, c'est assez traditionnel aussi à l'heure actuelle, ces dernières années, avec l'approche de la nouvelle année, de faire cet exercice. Vous allez voir ensuite comment j'interprète ça au fil de cette vidéo ou des vidéos, parce que je ne sais pas encore si je vais couper le format ou pas, mais dans tous les cas, il y aura toujours le chapitrage en dessous qui va vous permettre de naviguer dans les différents thèmes et aussi de passer ce qui ne vous intéresse pas. Parce que clairement, cette vidéo, elle n'est pas trop tarot, il n'y aura quasiment pas tarot, elle est plutôt païenne, elle est plutôt animiste dans le sens où elle est le reflet d'une facette de ma dévotion aux esprits du territoire, du lieu, sous différentes formes, et aussi sous leur forme christianisée et à la recherche de formes pré-chrétiennes, voire peut-être pré-patriarcales, qui sait. C'est un travail de narration, qui est plutôt un travail de conteuse, qui va très bien avec le travail du solstice d'hiver. C'est pas un truc où j'ai ma casquette d'historienne de formation, hein, pas du tout. Là, on est plutôt dans le domaine de l'imaginaire et qui est très réel en réalité, mais on n'est pas dans le domaine du factuel et de la critique de sources et tout. Je vais critiquer les sources à différents moments dans la vidéo, mais c'est pas du travail d'historienne pure, on est dans quelque chose d'assez fluide. Et c'est pas non plus un travail païen dans le sens polythéiste, reconstructionniste ou quelque chose comme ça, mais quelque chose d'assez libre, assez large. Et alors c'est vrai, c'est la vidéo de Emily qui m'a inspiré tout ça, mais je pense qu'elle pensait plutôt faire un retour sur les bouquins ou autres sources d'inspiration. Et moi, littéralement, je vais plutôt faire de la digestion de pas mal de choses que j'ai lues, que j'ai écoutées, avec qui j'ai relationné au cours de l'année, et en faire des récits qui vont s'entremêler et qui seront peut-être pas toujours très structurés, mais qui participent d'une toile qui permet aussi de faire une sorte de bilan de l'année et en même temps peut-être du bilan du millénaire ou des millénaires. Il y a du deep time, vous allez voir, on va aller aussi dans le temps géologique.
et parce que clairement, j'aime les intros beaucoup trop longues, j'ai encore un truc à dire, c'est la question du format. Pour une question de place sur mon téléphone et une question aussi de... J'ai accumulé pas mal de petits bouts de vidéos de mes promenades de ces dernières semaines parce que j'avais l'idée que j'allais peut-être faire un vlogmas que j'ai pas fait parce que je suis les intuitions et que la vie a pris d'autres chemins. Du coup, je pense que le format pour lequel je vais opter cette fois-ci, c'est voix off, où je raconte tout ça, superposé à des images qui souvent vont quand même être fort liées au thème que je vais aborder en voix off. Mais je ne suis pas une menteuse du tout. J'aime le format vidéo parce que c'est le format le plus facile pour partager avec vous. Je déteste le format vidéo dans le sens où vraiment aucun intérêt, aucune affinité particulière pour l'image et la technologie, donc en plus comment faire quelque chose de l'image. Donc au niveau visuel, il y a des éléments qui vont être très intéressants en plus du récit à regarder dans les images. Est-ce que par contre visuellement ça va être bien cadré, ça va être bien monté, ça va être avec des transitions de folie. Non, ça va être moche. Et aussi, j'ai donc une maladie chronique qui fait que pour moi, tenir un truc, faire des prises de vue et rester stable, c'est impossible. Donc, je sais pas. Donc, je suis juste comme ça. Voilà, un mal de mer, pas garanti, mais peut faire partie des effets secondaires de cette vidéo. Après cette introduction probablement 1000 fois trop longue, allons-y, posons-nous. Moi, je vais dans mon fauteuil avec mes châles et autres liseuses, une boisson chaude probablement, et je vais vous raconter des choses. Donc, je vous invite aussi à vous poser, si vous le souhaitez. Comme j'ai la voix qui tremble un peu, les mains aussi, je suis un peu nerveuse parce que j'ai bu trop de café essentiellement aujourd'hui. Je choisis de me faire une tisane relaxante avec de la mélisse, de la camomille, de la lavande, de la verveine citronnée, de la verveine commune, plein d'autres bonnes choses et j'y ajouterai aussi de la camomille de ma propre récolte de cet été pour justement invoquer, ramener un peu de l'esprit et des esprits qui ont traversé, accompagné au cours de cette année. Pour parler du passé, je vais commencer en allant pas très loin en fait. Je vais commencer en pensant et en me rappelant du solstice de l'année passée, le solstice d'hiver, ce qui me permet aussi de réfléchir au chemin parcouru tout au long de cette année. Quel chemin, c'était incroyable! Je me rappelle le jour du solstice, je suis sortie pas très tard dans l'après-midi, mais en même temps assez tard dans la mesure où les jours sont tellement courts que le soleil finit par se coucher vers 16h20, 16h30 maximum. Et je suis allée me balader le long de la rivière en réfléchissant à ce qu'on avait traversé cette année, le 2023 qui avait été quand même vraiment difficile avec le déménagement et tout ça, et où on en était aussi. Et on en était dans cette partie sombre de l'année qui était aussi une partie froide puisqu'on était dans un grand logement, insalubre et non chauffé, donc devant se chauffer avec des moyens alternatifs et peu sûrs et peu écologiques d'ailleurs. Mais il y avait quand même quelque chose là-dedans qui me permettait de tenir ou de relativiser par rapport au fait que le fond de l'hiver était vraiment froid cette année, résolument froid, glacial et sombre et encore plus que d'habitude. Oui, c'est le solstice, c'est le début de l'hiver en théorie au niveau astronomique. Maintenant, au niveau météorologique, on est déjà quand même bien dans l'hiver à cette période-là. Et puis, bah, les jours commencent à rallonger, donc c'est quand même une autre partie de l'hiver qui s'enclenche autour du 21. Bref, j'étais là en train de me balader, faire mes petits tirages, être dans une optique de rétrospective. D'ailleurs, c'est une thématique qui va vraiment assez bien à cette période de l'année, je trouve, de faire les bilans. On associe souvent la nouvelle année aux résolutions et bah, pour nous dans le tarot ou dans les milieux adjacents, on a aussi cette idée de tirer sa carte de l'année, choisir son mot de l'année, etc. Pour moi, on est encore au cœur de l'hiver et du coup, les bilans peuvent s'accompagner de souhaits, mais en termes de résolution ou d'intention bien précise, c'est pas forcément la chose la plus intéressante. J'ai vraiment observé l'année passée, et j'en parlais dans une vidéo au début de l'année, un vlog, qu'en se collant le plus possible aux traditions vraiment locales, ça n'avait par exemple pas de pertinence de tirer ma carte de l'année
autour du solstice ou dans les jours qui suivent, hein, autour du 1er janvier, parce qu'il fallait aussi respecter le cœur de l'hiver et c'est quelque chose qu'on va voir probablement dans tout ce qui va être invoqué et présenté au fil de cette ou de ces vidéos. C'est cette idée, l'hiver, c'est vraiment le temps de retourner à la semence, à la graine, au potentiel et de faire aussi avec la part d'inconnu, d'incertitude, de pas forcément savoir ce que ça va devenir. La graine, elle porte, la semence porte toutes ses vies passées, toute son expérience passée, l'expérience de la plante par le passé, elle porte un potentiel, mais on est encore dans quelque chose d'indéfini. Et en me collant au plus près des traditions locales et donc des feux, est-ce qu'on va appeler ça des feux de joie? C'est aussi des feux protecteurs, c'est des feux d'appel du printemps qui sont chez moi positionnés à l'heure actuelle à la fin février, qui étaient historiquement liés au début du carême, qui potentiellement historiquement étaient plutôt tout début février, on n'en sait rien, on sait que ça s'inscrit dans des traditions qui portent des traces de traditions celtiques, mais on ne sait pas précisément quand ça pouvait se dérouler à cette époque-là, mais en tout cas, je garde la période du mois de février de Imolc, la Chandeleur, vers les feux de joie des Tonnekesbrand qu'on a par exemple à Gramont toute fin février pour commencer à ouvrir, à appeler la lumière d'une façon plus concrète dans nos vies. Je trouve que du coup, le solstice, c'est appeler la lumière par des petites choses. Et donc, ça fait pas mal de place à des rituels, à des cérémonies. Ça peut être vraiment des rituels très très simples autour de la bougie. Et c'est aussi simple que de juste allumer la bougie et de le faire avec un minimum de conscience, pas forcément quelque chose d'hyper développé ni rien. Et en fait, ça chauffe les bougies. Littéralement, là, la raison pour laquelle je dois aussi me poser avec une infusion bien fraîche, enfin pas fraîche, mais rafraîchissante au niveau des herbes qui sont dedans, c'est aussi parce que j'ai allumé plein de bougies pour faire la première partie de ma vidéo, et avec mon syndrome des nerfs dans l'os, je suis hyper sensible au changement de température, et donc l'effet bougie, pour moi, ça m'a réchauffé d'un coup, de ouf. Donc l'année passée, ce que j'ai fait, enfin on collectionne pas mal les neuvaines avec mon amoureuse, les neuvaines qu'on achète au gré de nos visites dans des chapelles, dans des lieux sacrés, etc. Mon amoureuse par le pur amour du kitsch, et moi en partie pour ça, et aussi dans certains cas parce que c'est des liens avec les esprits du lieu. Et donc l'hiver passé, quelque chose qui a été très important pour moi, c'est d'inviter ces bougies, en particulier les neuvaines, mais pas uniquement, sachant que de toute façon j'allais avoir blindé de pollution intérieure. La pollution des bougies, c'était pas si pire que ça par rapport au poêle à pétrole. Et de toute façon, il fallait aérer énormément, étant dans un logement très humide et assez mauvais, quoi. Donc l'aération était quand même assez essentielle. Mais dans les moments où on était confinés, d'inviter la bougie et la chaleur qui est vraiment pas juste. Enfin, je sais pas si les gens qui n'ont pas un CED ont cet effet-là, à quel point ça les réchauffe d'avoir une bougie dans une pièce. Pour moi, c'est vraiment un truc impressionnant. Donc, j'en allumais beaucoup. Et puis, je me disais aussi, c'est symbolique en fait, c'est symbolique de se retrouver autour du foyer, du feu, du foyer de la maison. Donc, le foyer dans le sens ancien, dans le sens la maison, et les deux qui sont liés parce que ce mot est polysémique et que son histoire l'est et que c'est important. Et du coup, ça me faisait penser aux anciens qui se retrouvaient en hiver avec effectivement la chaleur qui émanait du foyer, qui était indispensable pour se réchauffer, et donc qu'on allait se retrouver davantage à l'intérieur, davantage si on était dans des logements qui avaient plusieurs pièces, dans une pièce commune autour du feu, et donc cette idée que le solstice, le fond de l'hiver, le cœur de l'hiver est propice à se retrouver et à raconter. Peut-être à débriefer, peut-être à revenir sur l'année, mais aussi à raconter nos contes, nos légendes, nos histoires familiales, les histoires de nos ancêtres. En tout cas, c'est ce que j'imagine, c'est ce qu'on retrouve dans certaines interprétations païennes. Quelle est la vérité historique des traditions indigènes d'ici, de l'Europe, de l'Ouest, où je me situe, en Belgique? J'en sais rien, mais j'apprécie beaucoup cette idée et elle résonne beaucoup en moi. Et dans le fait qu'on était dans un logement sans chauffage, où on ne pouvait pas chauffer toutes les pièces, ou dans les pièces qui n'étaient pas le salon, on perdait tout, parce que l'humidité s'infiltrait de partout et tout, c'était horrible. Donc il fallait reprendre l'essentiel et ramener l'essentiel dans le salon. Et le rituel des bougies et des guirlandes lumineuses était super important. Et aussi symboliquement de se dire, c'est pas la fin du monde parce que ça fait sens
aussi de se retrouver dans un certain dénuement autour du feu, au cœur du foyer, au cœur de l'hiver, et de se retrouver là avec nos histoires. Et aussi avec cet inconnu, avec peut-être des souhaits, avec peut-être des vœux, mais en fait c'est vraiment pour moi, peut-être que je l'ai plus conscientisé l'année passée, un moment pour faire le lien avec le passé, avec mon passé et avec mes ancêtres, peut-être, ou avec les ancêtres du lieu et avec du coup le lieu, le territoire au sens large. Et la plupart des territoires sont assez invitants pour toutes les personnes qui le respectent. C'est pas parce que mes ancêtres viennent de la région assez proche depuis des siècles et des siècles que j'ai plus de légitimité à appeler ce lieu mon ancêtre. C'est nos ancêtres à nous tous qui vivons ici. Et cette année, alors que une nouvelle fois, j'ai été forcée de déménager et qu'au final, il y a quand même des aspects très positifs au fait d'avoir pu déménager, notamment d'être dans un logement très agréable, une petite maison trop charmante. J'ai ramené avec moi cette année ce rituel des bougies parce que ces rituels, et ce rituel dans le sens vraiment simple de les allumer avec conscience et d'allumer, d'inviter et d'allumer et de vénérer l'esprit du foyer, qui est peut-être un concept avec lequel moi, au niveau païen, polythéiste, animiste, je n'étais pas forcément toujours très à l'aise, mais qui commence à faire plus que jamais sens parce que l'année est écoulée et parce que cette fois-ci, il y a quelque chose de plus intentionnel dans le positionnement par rapport à l'esprit du foyer, même si je ne pourrais pas forcément rentrer dans les détails maintenant parce qu'on est encore sur la phase de prise de connaissance et d'invitation et de trouver nos marques. Et voilà, j'irai pas beaucoup plus loin. Ce que je peux dire, c'est que quelque chose qui m'inspire dans ce domaine, pour le moment, c'est un cours qui est en ligne sur Advaya, une plateforme dans laquelle je suis les cours cette année. Et ça s'appelle When Women Wear the Land. Et c'est un cours qui est donné par Sylvia Lindstedt. Et c'est hyper intéressant. On avait un premier cours qui était sur les motherlines, les lignées maternelles, et je vais reparler tout de suite de cet aspect-là, donc c'est très intéressant. Et le deuxième était sur les feux d'Estia, et du coup on est aussi sur la notion du feu du foyer, la notion du foyer, de ce que représente le foyer par rapport à nos lignées. Un petit rituel que j'ai aussi ces jours-ci, c'est de relire une partie de mes carnets de recherche créatif et dévotionnel. C'est un seul et unique carnet, mais dans lequel il y a tout ce qui est plutôt... Ouais, je ne vais pas rentrer dans les détails, on serait parti pour des heures. Mais faire ce travail de revenir dessus, pas tant pour faire le bilan sur le chemin parcouru, mais aussi pour synthétiser. Donc il y a une espèce de synthétisation qui se fait là. J'ai des plans pour mon rituel de solstice en extérieur cette année. Et quand je veux dire rituel, encore une fois, cette fois-ci, ce sera peut-être un petit peu plus bling bling que d'habitude, mais en général, pour moi, un rituel, c'est juste une promenade en fait, hein, ou un pèlerinage. Mais l'année passée, je m'étais baladée le long de la rivière seule à la tombée du soleil, à la tombée de la nuit, au moment du coucher du soleil, du coup, le jour du solstice et le jour du 31 décembre. Donc, je fête pas je fête pas les fêtes, quoi, de façon traditionnelle. Donc, on est seul à la maison le 31 décembre. Et au moment du coucher du soleil, j'étais allée au sommet de la vieille montagne, le Hardenberg. Et c'était vraiment chouette de regarder le soleil se coucher là, de ce sommet-là. Et d'aussi être en hauteur, c'est aussi un moment intéressant pour regarder, accueillir cette idée que les jours commencent à rallonger et aussi on se rapprochait à ce moment-là, on était à quoi, peut-être 6 ou 7 semaines de la fameuse célébration avec le grand feu et la descente des flambeaux, etc., dont je vous ai parlé déjà l'année passée et dont je vous reparlerai blindé de fois. Alors je fais pas de spoiler pour l'instant, mais donc il y a toute cette série de promenades en conscience qui ne doivent pas forcément être des grosses promenades parce qu'il faut être clair, on est fatigué, on n'a pas beaucoup d'énergie, c'est difficile cette période-ci de l'année, mais qui vont vraiment faire partie de, du travail. Du travail. Travail, un terme encore une fois qui peut prêter à confusion, mais je vais le laisser là. Et pour ce tournant que représente le solstice, pour continuer dans cette partie qui est consacrée au passé, aux esprits du passé, cette fois je vais vous parler des ancêtres. Dans mes lectures, ce que j'ai pu constater, c'est que, bon, nous on dit souvent dans les milieux plutôt païens, néo-païens, Samhain,
Samhain, Samin, ce serait la période du Nouvel An celte, mais il faut savoir que dans nos régions, on a aussi beaucoup d'influences germaniques, donc je parle de la Belgique et je parle particulièrement de la frontière linguistique ou même au niveau de la langue et à l'heure actuelle, on a encore des traces de ça et je vous parle en particulier aussi de lieux qui se situent en Flandre, vous allez voir tout de suite. Bon, bref, dans les traditions germaniques, nordiques, le Nouvel An aurait été plutôt lié au solstice d'hiver. Je vais réussir à faire une phrase. Voilà, donc non, je sais ce que je voulais dire parce que j'ai un peu tout mélangé. Ok, le Nouvel An, est-ce que ce serait Samhain ou est-ce que ce serait Yule ou maintenant le solstice d'hiver? Ça dépend des traditions et on est à la confluence des traditions ici. Mais aussi, si on associe souvent Samhain aux ancêtres et aux dévotions des ancêtres, et comme c'est encore le cas avec la Toussaint et la fête des morts, etc., en dehors de nos milieux plutôt néo-païens, on a aussi dans les traditions germaniques l'association du travail, de la dévotion, du respect, des hommages aux ancêtres qui serait plutôt associé au solstice d'hiver. Et le travail des ancêtres, en fait, c'est imposé chez moi très clairement entre la période de la fête des morts, Samhain, Samhain, et maintenant, très progressivement. C'était hyper intéressant et hyper marquant. Ça a été influencé aussi par les cours que je suis sur Advaya, notamment un qui s'appelle Sacred Sites, les sites sacrés, qui est mené par Athrice Collective, qui est hyper intéressant, et puis celui de Sylvia Lindstedt, dont je viens justement de vous parler, hein, Quand les femmes étaient le territoire. En tout cas, j'étais assez peu, connectée à la question du travail, et des dévotions et des réflexions et de la vénération des ancêtres il y a quelques mois et j'étais aussi très préoccupée par le fait de m'installer à ce moment-là et puis c'est quelque chose qui est vraiment très, très progressivement s'est ramené par clin d'œil, par rappel du pied et parfois comme quelque chose de genre pouf, on enfonce des portes et aussi par rapport aux liens qu'on peut avoir avec le territoire et encore une fois, je le dis sans qu'il y ait une légitimité parce que, nos ancêtres étaient, dans les régions dans lesquelles on vit, bien sûr. Je sais pas si je pourrais retracer tout ce qui a eu lieu autour de ça, mais je dirais que ça s'est vraiment activé début décembre. Et vous savez peut-être, parce que j'en ai déjà parlé, je me suis toujours intéressée à la généalogie, mais dans le sens, je fais pas plus de recherches que ça, je vais me contenter d'encoder sur internet, les informations que j'ai déjà dans les archives familiales. Et puis j'aime encore bien aller sur des sites comme Généanet et remonter mes lignées, mais comme ça, juste, j'ai un cousin qui fait un travail super intéressant, de ce côté-là, notamment en dépouillant, les registres, de l'état civil qui maintenant en Belgique, qui sont très, très largement digitalisés, ben, pour ce qui a plus que 100 ans, y compris les registres paroissiaux pour l'Ancien Régime, donc c'est vraiment super intéressant. Mais je commence à me dire: «OK, j'ai envie d'aller un peu plus loin». Et parmi mes recherches et inspirée par, le cours d'Advaita, je me lance, sur la recherche des lignées maternelles. Mais d'abord il y a des jours où je suis assez confuse, je suis vraiment fatiguée, c'est très difficile pour moi et physiquement et au niveau de ma fatigue chronique là, le fond de l'hiver là, je sais pas pourquoi ils appellent ça le fond, c'est le mot qui me vient aujourd'hui. Parce que le fond dans le sens de la profondeur de l'hiver. Moi, j'ai vraiment l'impression d'être dans les profondeurs en ce moment. Quand je dis le fond de l'hiver, je veux dire ça, j'ai l'impression d'être au fond du chaudron, ou bien au fond de la caverne comme ça, au fond de l'obscurité et je le ressens aussi au niveau, d'être, plus encline à pas la dépression saisonnière dans mon cas, mais un bon petit coup de déprime quand même, hein, on le sent quand même assez fort et bref, un jour, je me réveille avec une clarté, une, lucidité, alors j'utilise les termes mahessians, hein, lucidité, ça vient de luxe, ça vient de la lumière comme terme et je me dis: «Aujourd'hui, on va aller à Audenarde». Depuis, des semaines, avant même que l'exposition commence, on voyait des flyers un peu partout en Flandre, mais pas que, autour d'une exposition qui a lieu dans une petite, ville qui est située le long de l'Escaut, qui s'appelle Audenarde et c'est une exposition qui est consacrée à Marguerite de Parme, qui est une enfant initialement illégitime de Charles Quint, qui a été la gouvernante des Pays-Bas, bourguignons, au cours du XVIe siècle, pendant plusieurs années. Donc on était assez intéressés, on se disait: «C'est l'occasion d'aller voir Audenarde», même si c'est en fait, c'est à 20 kilomètres de chez nous, mais quand on dépend des transports en commun parce qu'on n'est pas motorisé, c'est quand même directement tout un pèlerinage en réalité.
Audenarde, je pensais vraiment que c'était une toute petite ville et qu'elle était pas très intéressante, mais en fait, quand on remonte l'Escaut depuis Tournai, c'est quand même une ville médiévale, qui avait un peu ce genre de cachet, de stature et ça se ressort fort dans l'architecture, vous allez voir sur les images, on a de l'architecture gothique, hyper jolie. Et donc, je me réveille un dimanche qui est pas un jour où moi j'aurais envie de faire les musées a priori puisque je suis en invalidité, je peux y aller un jour où il y a moins de monde. Mais c'est comme ça, j'ai la vision, je veux y aller, regarde sur la carte et je fais: «Mais j'ai quand même des ancêtres qui viennent des villages autour et tout, c'est quand même intéressant». Je pense pas directement autour d'Audenarde, mais je pensais un peu plus, au sud. C'est un long trajet en bus pour aller jusque-là, en tout, en comptant la correspondance, on en a pour 1 heure et demie et je suis super, ravie parce que, bah, quand on ne sait pas se déplacer en voiture, j'ai pas souvent l'occasion de faire le tour des Ardennes flamandes et des villages d'où viennent en partie mes ancêtres ou que ce soit de ce côté-là de la frontière linguistique ou de l'autre côté, mais donc on les voit derrière les collines, on aperçoit le pays des collines à certains endroits et tout est, quand même assez chouette malgré tout dans cette possibilité d'être, dans un mini, pèlerinage quand même à travers le bus de Lane, à travers aussi en partie les régions d'où proviennent probablement une partie de mes ancêtres. Notamment une de mes ancêtres que je sais être, c'était une des plus éloignées qu'on avait en lignée, maternelle qui s'appelle Ursula, un nom que j'adore. Non seulement c'est une méchante de Disney super attachante, mais ça fait aussi une, référence à un animal ancêtre et maternel qui est l'ours. Voilà, on passe un très, très bon moment à Audenarde. Vous avez jusqu'au 5 janvier pour aller voir l'exposition et ça vaut le coup et c'est l'occasion de découvrir une ville qu'on connaît assez peu autrement. Et en plus, il y a une partie de l'expo qui, à mon avis, est accessible sans visiter l'expo, qui au fait est gratuite avec le pass musée, mais c'est dans une, église Notre-Dame qui est maintenant rattachée à Audenarde, mais qui au début était un village sur l'autre rive de l'Escaut. Il y a une vierge noire qui est tapie dans l'obscurité. Ils ont souvent l'habitude, les catholiques, les vierges noires, comme ça, ils les mettent dans un coin, comme ça, on les voit à peine. Elles semblent vraiment sorties des profondeurs. Et une autre statue de vierge qui est hyper impressionnante, elle est directement liée à l'Escaut, donc aux voyages fluviaux et aux morts par noyade, etc. Et si vous savez peut-être, et sinon je vous en parlerai probablement même déjà plus loin dans la vidéo. Je travaille notamment, je viens de la région, et littéralement, je veux dire pas juste mes ancêtres, moi aussi, j'ai grandi pas très loin de l'Escaut, et j'ai un travail dévotionnel et d'enquête et de découverte avec un mont qui est situé pas loin de l'Escaut, qui est aussi lié au pèlerinage des marins qui voyageaient sur l'Escaut. Bref, donc je suis assez fascinée, ça m'impressionne trop. Et aussi parce que j'ai découvert par la suite que j'avais beaucoup de mes ancêtres, en remontant mes lignées, féminines et que ce soit directement sur les lignées maternelles ou bien après en remontant les lignées paternelles, mais en ayant remonté déjà de 6, 7, 8 générations du côté des lignées maternelles. J'ai vraiment des gens qui viennent des villages, juste à côté. Et puis, en fin de journée, donc on est fatigué, il fait froid, c'est difficile, il faut attendre les bus, il y a pas des bus toutes les 2 minutes non plus, c'est toutes les heures. Mais, je profite parce que c'est trop chouette d'être, sur les crêtes des collines dans le bus au moment où le soleil se couche. J'adore les arbres à cette période-ci de l'année, ça a vraiment un côté très spectral au moment du crépuscule. C'est les silhouettes des arbres, c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Vous verrez certainement, j'ai pris quelques images avec la caméra qui tremble parce que ces routes, dans la tradition typique des Ardennes flamandes, sont évidemment situées sur des pavés. Et au fait, on reparlera des pavés après, parce que d'où viennent les pavés? Et des profondeurs et l'extractivisme. Wait, on reviendra là-dessus après. À un moment, on passe à un endroit et il y a un bois qui m'attire trop. Et on voit qu'en plus, il est protégé et tout ça parce qu'il y a les panneaux de promenade et tout, comme on fait pas dans n'importe quel bois. Je suis genre, waouh, trop impressionnant cet endroit. J'ouvre mon Google Maps et je me dépêche de faire une capture d'écran pour m'assurer de revenir sur cet endroit. À ce moment-là, j'ai pas encore repris à fond le travail, généalogique. J'ai repris l'encodage, mais je suis pas encore sur mes lignées, maternelles en particulier. Long story short, 2 jours plus tard ou le lendemain, je commence à m'intéresser à ça parce que le cours de Sylvia porte sur les lignées maternelles. Il y a un côté un peu essentialiste, hein, dans tout ça, on est d'accord, hein. C'est pas pour tout le monde, je ne prétends pas que c'est inclusif, et cetera. Ça a juste un intérêt féministe et écoféministe. Ça peut pas être la seule façon d'aborder les choses, voilà. Et en même temps, la patrilinéarité et le patriarcat est tellement dominant en généalogie que simplement
renverser la perspective est en soi déjà intéressant malgré les limites de cette perspective. Voilà. Je dois dire que je ressens super fort les limites en tant que lesbienne parce que je pense pas toujours que mes lignées maternelles sont mes lignées les plus alliées. Je pense pas que les hétéros sont les endroits où j'ai plus forcément envie d'aller chercher mes généalogies, mes lignées au sens large et pas juste au sens génétique, quoi. Mais bon, voilà. Et donc, 2 jours après avoir fait cette capture d'écran d'un endroit, je remonte mes lignées maternelle, là où mon cousin a un travail qui s'est arrêté à un moment, et je me rends compte que c'est l'endroit où sont nées les dernières meufs qu'on a dans mes lignées maternelles. Et là, c'est branle-bas le combat. Déjà, je fais genre, waouh, mais j'avais jamais entendu parler de ce lieu avant, j'étais juste attirée par ce bois. Peut-être que j'ai lu à un moment ce nom de village dans l'arbre de mon cousin, mais je suis même pas sûre. Et je commençais à faire des recherches généalogiques parce que je voulais réencoder, juste, je transférais des informations de l'arbre de mon cousin vers le mien, quoi. Je faisais pas vraiment des recherches très approfondies, mais à ce moment-là, c'est genre, waouh, j'étais appelée par Audenard il y a 2 jours et on traverse ce village et c'est là que viennent les plus lointaines lignées féminines connues, enfin, donc si on remonte mes lignées de femme en femme, c'est sur 6, 7 ou 8 générations, c'est là que viennent les plus anciennes et tout, je suis genre complètement bluffée. Du coup là, je me suis mise, mais ça m'a pris une semaine et beaucoup de douleurs au dos, parce que comme vous savez peut-être, j'ai beaucoup de mal sur l'ordinateur. Et aussi, dès que je fais des recherches généalogiques, je n'arrive pas à aller dormir, parce que ça me prend des heures, parce que je dépouille tous les registres paroissiaux, puisqu'on est là, on arrive dans l'Ancien Régime, pour retrouver des traces de tout le monde. Et ça devient très très difficile à cette période-là, parce que les registres sont en latin, les prêtres font un traitement de l'information qui peut être assez étrange, parcellaire et orienté, évidemment, comme toujours. Enfin, ceci dit, dans l'état civil, ça l'est aussi, évidemment. Et je perds ma voix. Je vais prendre le fait que je suis en train de perdre un peu ma voix comme un signe que je vais pas trop m'apesantir sur le sujet parce que j'ai pas forcément l'accord de ce côté-là. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que ça a été très très intéressant de creuser, de remonter et juste remonter 2 générations de femmes et puis toutes les lignées autour. Et souvent, en plus, dans ces moments-là, elles ont eu plusieurs mariages. Et dès qu'un mec meurt, elles peuvent pas rester longtemps sans mariage. C'est très révélateur de l'état de précarité dans lequel elles sont, de se dire, en fait, elles dépendent tellement des mecs qu'un mec meurt, dans les 6 mois, il faut qu'elle soit remariée. Et dans l'année après qui suit, il faut qu'elles aient fait des gosses, en fait. Voilà, c'est des choses qui étaient très impressionnantes. Et il y a du coup ce travail de remonter les archives et ce désespoir quand à un moment vraiment en fait c'est plus possible. Déjà c'est très difficile au niveau de la graphie parce que les noms flamands, francophones aussi, mais parce que je vois exactement la même chose du même de juste à quelques kilomètres de là, mais de l'autre côté de la frontière linguistique pour mes lignées d'où vient mon nom de famille directement. On est là au XVIIe siècle, le XVIIIe, encore 18e là pour le coup pour mon nom de famille, où les graphies commencent à se standardiser, mais donc c'est hyper difficile de retrouver les noms de famille et de voir, même parfois quand la première lettre change, c'est compliqué à trouver, tout ça. Mais bon, bref, il y a cette partie-là vraiment de recherche, hein, d'aller creuser un truc où quand même, quand on a fait des études en histoire, on n'est pas complètement dépaysé, ça va. Et puis il y a tout le travail d'imagination ou de connexion et tout ça. Et maintenant, je sais vraiment, parce que je vois bien de toute façon, j'arrive dans des cul-de-sac, dans des impasses, et que à partir de 1600 et quelques, 70 peut-être, ça va plus être possible de remonter beaucoup plus, les registres vont me laisser, et puis les registres deviennent manquants, et puis bah, je sais pas dire où est née telle meuf, parce que c'est moins facile à tracer qu'un mec, et voilà. Mais après, le travail qui demeure, c'est un travail de recherche sur les lieux, sur le territoire, sur l'histoire, et puis aussi tout simplement de faire de la place en, en méditation à ses ancêtres et aux ancêtres au sens large. Et pour le coup, le cours d'Advaita m'aide beaucoup pour tout ça. Solstice, les esprits des ancêtres, et en même temps, vous voyez bien que par esprit, en fait, je vous parle de mes recherches généalogiques, mais du temps passé dans les registres paroissiaux digitalisés. Donc, je vous parle pas de médiumnité ou de choses comme ça, ce qui peut être intéressant pour certaines personnes à cette période-ci, mais en même temps, il y a eu vraiment un nombre incroyable de synchronicités, et déjà dans le fait d'avoir été appelée par Audenard, d'avoir été
mon attention qui s'est suspendue, qui a été complètement gelée sur un lieu, et puis de me rendre compte que c'était ce lieu, c'était des choses qui étaient quand même vraiment déjà très fortes, très chargées, et qui étaient empreintes d'une présence et d'un appel auquel il me fallait et il me faut encore continuer à répondre. Je crois que j'arrête là. Par rapport au folklore et aux coutumes populaires et aux récits populaires de nos régions sur cette période du solstice, au niveau de ce qui est plus proche de nous, en termes de temps, on a les saints, donc on a Sainte Barbe, je pense, c'est cette période-ci, en tout cas Sainte Catherine, fin novembre, Saint Martin, en novembre aussi, je pense, Saint Nicolas, d'ici décembre, Saint Éloi, le 1er décembre, Sainte Lucie, le 13 décembre, et donc il y a vraiment des symboliques qui sont assez intéressantes, des choses à chercher qui peuvent quand même avoir un intérêt païen. Et puis de toute façon, pour beaucoup de personnes, c'est un intérêt païen à travailler avec les saints, en dehors de leur affiliation catholique, évidemment. Bon, pas de commentaires sur le sujet. Ça m'aurait intéressé d'en parler, de transmettre certaines histoires, de voir comment ça se joue aussi au niveau des saints tutélaires de certaines paroisses, au niveau des traditions en particulier, autour de la Sainte Catherine et de Saint-Éloi, qui est particulièrement vénéré, enfin pas vénéré, mais qui reste un symbole temporel dans nos régions, dans le milieu agricole en particulier, donc celui que je connais. Mais bon, là je pense que c'est vraiment un sujet qui pourrait ne jamais se terminer. Je pense que ce serait trop scolaire si je vous parlais de ça maintenant. On va clore la partie esprit du passé ici. Et n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez envie que je revienne à un moment avec ces sujets.